Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ici à la médiathèque municipale en compagnie de Madame Bouvard. Et devinez quoi, nous allons parler de livres, de tout ça, rien que ça, sur un thème qui nous est cher, à savoir la science-fiction. Alors pourquoi la science-fiction? Est-ce que c'est un sujet moderne? Est-ce que c'est un sujet d'aujourd'hui? Je vais tout de suite vous poser la question de savoir une définition de ce qu'est la science-fiction. Et déjà cette première question est difficile. Oui, parce qu'il n'y a pas accord, bien sûr, sur ce qu'est la science-fiction. Nous avions évoqué ce thème quand nous avions fait les émissions sur les séries des années 60, le cinéma, la bande dessinée. Et à la fin, on avait commencé à discuter science-fiction. C'est un genre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé plutôt, que j'ai beaucoup fréquenté à une certaine époque, et puis moins après. Et c'est vrai que c'est assez difficile, les contours sont un peu flous. Alors j'ai trouvé une définition très simple sur Wikipédia. Dans les livres de science-fiction, l'auteur va inventer une société différente de la nôtre. Donc située dans un espace-temps fictif, souvent dans le futur, souvenez-vous, dans une galaxie lointaine, donc ça laisse toute latitude pour l'imagination. Alors il va inventer aussi des sciences, des technologies, en anticipant les progrès ou en laissant libre son imagination. Donc on est vraiment dans un champ très vaste, place à l'imagination. On est complètement libre et c'est ça qui peut être intéressant dans la science-fiction, c'est que l'auteur peut vraiment, à partir de son imagination, créer tous les mondes qu'il souhaite. Et donc rêver le futur, mais aussi rêver le présent, puisque nous allons parler de l'âge d'or de la science-fiction, de ceux qui ont rêvé le présent. Oui, alors il y a aussi une autre donnée qui est importante, c'est que la science-fiction, nous avons des livres, nous avons choisi de parler de livres aujourd'hui, mais il n'y a pas que les livres. La science-fiction, c'est aussi, on l'évoquera peut-être très brièvement à la fin, la bande dessinée, c'est le cinéma, c'est maintenant les jeux vidéo. Donc ce sont des domaines très très différents. Mais tout ça s'abreuve à la littérature finalement. Et nous allons parler de cette littérature, de ces différentes étapes, parce qu'elle est aussi plus ancienne qu'on ne le croit, et elle a eu des développements, des évolutions au cours de l'histoire. Alors, première étape, on va parler d'une femme qui s'appelle Mary Shelley, et c'est l'auteur de Frankenstein. C'est le livre phare et fondateur de la science-fiction. Voilà, elle a vraiment inventé quelque chose de complètement nouveau avec sa créature qui va être créée, on peut le dire, par le docteur Frankenstein. Et ça va vraiment inaugurer toute une nouvelle littérature. Mais ça dure encore jusqu'à nos jours puisque régulièrement on a des films, des versions nouvelles qui sont apportées à ce thème qui est véritablement fondateur. Alors il y a eu comme ça au 19e siècle, effectivement, des grands ancêtres de tous ces nouveaux courants. Après Mary Shelley, on va passer à un second auteur, et là, cocorico, on va passer à Jules Verne. Jules Verne, presque le local de l'étape, puisque eh bien, il est lié à Amiens. Jules Verne, deux petits mots sur cet écrivain exceptionnel, et là aussi, fondateur de la science-fiction. Voilà, et bien Mary Shelley, elle a écrit au début du 19e siècle. Frankenstein paraît en 1818, donc c'est assez tôt dans le 19e siècle, c'est une Anglaise. Et puis, on avance dans le 19e siècle et on a notre grand auteur mondialement connu. Il s'agit bien sûr de Jules Verne. Jules Verne qui écrit, moi comme date, j'ai 1864-1865. Alors bien sûr, son célèbre... de la Terre à la Lune, et puis la suite, Autour de la Lune, qui a vraiment eu certaines prémonitions aussi dans ce qu'il décrit de manière très précise avec cette fusée qui s'élance vers la Lune, à peu près exactement à l'endroit où les fusées vont s'élancer par la suite, aux États-Unis. On a eu aussi tout un tas d'autres titres, je pense par exemple au Voyage au centre de la Terre aussi, qui est un grand classique. Alors Jules Verne a eu un succès absolument incroyable
incroyable, hein, à travers ces livres qui sont aujourd'hui collectionnés soigneusement. Ça vaut très cher, d'ailleurs, quelquefois, ces belles éditions, ces grands volumes rouges. Et puis j'ai vu qu'on les rééditait aussi à la Maison de la Presse, qu'on peut en acheter pour des sommes très modiques, avec des très très jolies gravures qui font rêver. Alors, Jules Verne, c'est un grand écrivain, c'est des descriptions minutieuses, il a plutôt un lectorat de garçons que de filles, hein, ce sont des aventures, mais il a vraiment exploré, on peut dire, déjà tous les grands thèmes de la science-fiction. Alors, dans notre décompte, il y a Edgar Rice Burroughs. On va peut-être pas en parler vraiment d'une manière soutenue. Je vais continuer sur la science-fiction un petit peu. On a évoqué Marie Shelley, on a évoqué Jules Verne. Bon, il y en aura d'autres, hein, et on est en Europe. Hein, c'est ça qui est important. La science-fiction, elle est née en Europe, hein, en France, en Angleterre, en Allemagne. Et on a une série d'auteurs. Il n'y a pas que Jules Verne, il y a aussi d'autres Anglais célèbres. L'autre grand Anglais, c'est Wells. Wells avec... Exactement, nous allions en parler tout de suite. Wells, c'est la guerre des mondes. Bien sûr, la guerre des mondes, qui régulièrement fait également l'objet d'adaptations, hein, qui est vraiment une réflexion sur l'invasion de la Terre par des extraterrestres très méchants. Voilà, un des derniers, la guerre des mondes. On a aussi l'homme invisible, on a toutes sortes de thèmes. La machine à explorer le temps aussi. Là aussi, Wells explore différents thèmes de la science-fiction dans des romans qui sont très très bien écrits, qui sont devenus des classiques et qui ont eu vraiment beaucoup de prolongements. Les personnages sont devenus très connus et chaque époque va les réinterpréter un petit peu. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup le cinéma, bien sûr. Alors on a aussi d'autres auteurs français et un autre qui est assez peu connu comme auteur de science-fiction, c'est Rosny-Aîné, l'auteur de La Guerre du Feu. Alors il s'est intéressé à la préhistoire, mais il s'est aussi beaucoup intéressé à la science-fiction et on le connaît moins. Ses ouvrages de science-fiction sont un petit peu tombés dans l'oubli et c'est dommage parce que c'est très très inventif. Il y en a un qui s'appelle les Xipéus, alors qui décrit bien sûr des extraterrestres. Alors toujours dans un style très, très soigné. Hein, et puis, alors, vous aviez évoqué George Orwell. Oui, on avance dans le temps parce que là, on va arriver au début du XXe siècle. On arrive aux deux grands, Huxley ou Orwell. Et j'ai presque envie de vous demander lequel, pour vous, est le plus novateur parce qu'on parle beaucoup d'Orwell, mais moi j'aimerais bien réhabiliter Huxley. Voilà. Huxley aussi. Alors, on parle beaucoup d'Orwell, il y a une bande dessinée qui vient de sortir, on cite juste son titre, elle est trouvable à la médiathèque, mais je pense que Orwell, on en parle trop en fait, mais il est tellement d'actualité qu'on ne peut pas ne pas en parler. Orwell, c'est une nouvelle dimension. Si je pense à Jules Verne, il s'agit surtout d'aventure. Avec Orwell, on est aussi dans la réflexion sur notre société, sur la dictature, hein, sur le pouvoir, sur tout un tas de choses, sur les droits du citoyen, et Huxley également. On est dans la réflexion, dans une littérature qui fait réfléchir sur la société d'aujourd'hui par le biais de l'imagination. Mais c'est très riche de prolongements et c'est vrai que Orwell a été remis un petit peu au goût du jour avec les nouvelles technologies, cette toile d'araignée d'Internet. C'est Big Brother is watching you. Tout à fait, il avait anticipé beaucoup de choses hein, sur la surveillance des citoyens, c'est tout à fait d'actualité, oui. Pour Orwell, il y a le film 1984 à ne pas manquer, parce que c'est assez illustratif, mais il y a aussi Brésil, formidable Brésil, de Terry Gilliam. On passe... alors, là, vous avez sélectionné 3 Français, c'est ça? Renard, Carsac et Barjavel. Forcément, Barjavel, La Nuit des Temps. Voilà. Alors, les auteurs français ont été un petit peu éclipsés, peut-être. Hein. Ce sont des auteurs du XXe siècle. Hein. Barjavel, La Nuit des Temps, c'est aussi à la fois une aventure, puisqu'on va découvrir en Antarctique, je crois, un vaisseau hein, avec un homme et une femme, et puis ils se sont échappés d'une civilisation très avancée, etc. Mais il y a aussi toute une réflexion autour du devenir de la société, autour de la guerre, de la violence, de la
dictature, de la liberté. Et c'est très beau. C'est très beau. On a Maurice Renard aussi. Alors, vous voyez, ce sont des auteurs qui ont souvent été réédités dans des petites collections pas très connues. Pas très connues, mais alors de référence. La collection Néo. Oui, voilà. Avec ces très, très jolies couvertures, qui s'est spécialisée dans la littérature policière et la littérature fantastique ou de science-fiction moins connue, mais toujours d'excellente qualité, et c'est vraiment à découvrir. Pour tous les amateurs de belle littérature, d'œuvres d'imagination, c'est un régal. Exactement. Alors maintenant, on va parler, mais vraiment, de ce qu'on peut appeler de l'âge d'or. C'est ça ? De l'âge d'or, de la science-fiction. Et alors, un point commun avec nombre d'auteurs de science-fiction, Bradbury, Asimov, et j'en passe, c'est leur lecture, lorsqu'ils étaient jeunes, de Verne, Tell. Oui, voilà. Ou alors Wonder Story, etc., Amazing Story. Ça a nourri leur imagination. Voilà, il y a eu aussi Amazing Stories, Wonder Stories. C'était ce qu'on appelle les pulps aussi, Astodig. Alors, ces revues, en fait... elles étaient distribuées, elles étaient très bon marché. Ça coûtait pas cher du tout. C'était des petits fascicules que aujourd'hui s'arrachent d'ailleurs les collectionneurs. Toujours, on peut en trouver sur les brocantes. Et ça va fleurir aux États-Unis. Alors cet âge d'or de la science-fiction, il commence déjà vers 1920, 1930, et puis après il va s'épanouir. Le cœur de l'âge d'or, c'est 1940, 1950 aux États-Unis, et de là, ça va envahir le monde entier. Mais vous voyez, il y a eu cet aller-retour, il y a eu cette science-fiction qui naît en Europe, qui émigre aux États-Unis et qui va nous revenir après. Je crois que le phénomène se produit aussi dans le domaine artistique ou dans d'autres domaines. Les créateurs vont toujours s'inspirer d'eux. Alors, toutes ces petites histoires qui sont pas très, il faut bien le dire, pas très considérées par les pédagogues, les enseignants, les parents, qui quelquefois, c'est comme la bande dessinée, c'est ce qu'on appelle une sous-littérature, avec des couvertures flamboyantes, on va rentrer dans l'âge du Technicolor, etc. Et ça passionne les adolescents, les jeunes gens, un certain nombre d'excellents auteurs vont se faire la main avec ces petites nouvelles, ces histoires courtes, avant de passer à des romans plus conséquents. Il y a cette espèce d'apprentissage de la littérature, ce foisonnement des thèmes, et on va avoir des très très grands auteurs. Alors, souvent en France, malheureusement, on a eu aussi une opinion un petit peu défavorable de la science-fiction, vue comme une sous-littérature. Alors, il faut expliquer qu'en France, ça va paraître également dans des collections de poche. On n'a pas eu ce phénomène de revue, mais on a eu beaucoup de collections de poche. Et il faut bien l'avouer, souvent, ça a été traduit à la va-vite. Les traductions ne rendent pas hommage au style des auteurs, qui est souvent un style tout à fait correct et très bien, mais qui est traduit un peu de manière un peu négligée, et ça a pu donner l'impression aussi d'une sous-littérature quelquefois. C'est un peu dommage, mais je pense qu'on les retraduit aussi au fur et à mesure. Oui, je pense qu'on les retraduit. Il y a un auteur à citer, c'est Boris Vian, parce que sans lui, les Américains ne seraient pas venus en France. Oui, il y a eu en France tout un certain nombre d'intellectuels qui ont été fascinés par également le roman policier, par d'autres littératures, et qui ont contribué à... Boris Vian, d'ailleurs, a écrit beaucoup de fantastique, des nouvelles très fantastiques, et ils ont contribué à la diffusion de cette littérature. Au début, c'est un peu confidentiel, et puis après, alors ça va exploser avec un décalage dans le temps. C'est-à-dire que la littérature américaine des années 40, 50, 60, on va la voir surtout en France à partir des années 70. Quand nous avions évoqué les séries des années 60, il n'y avait quasiment pas de séries de science-fiction. Il y avait beaucoup de policiers, mais pas de science-fiction. C'est seulement après, et c'est grâce à une collection, en particulier la collection J'ai lu, qui va vraiment faire paraître à un prix modique tous ces grands classiques de la science-fiction américaine. Et je me souviens très bien à l'époque avoir fréquenté le Furet du Nord à Lille, qui était plus petit que le Furet de maintenant. Et alors ils ne savaient pas où la mettre, la science-fiction, alors ils l'ont mis entre deux étages. Il y avait une espèce de rayonnage et il y avait tous ces petits livres avec des couvertures assez colorées et qui étaient vendus pas cher et qu'on pouvait se passer entre étudiants et qu'on découvrait complètement avec beaucoup de plaisir, je dois dire.
Allez, est-ce qu'on peut passer maintenant à Ray Bradbury, Asimov et consorts, qui sont les fers de lance de cet âge d'or de la science-fiction? Alors, on va essayer de citer quelques grands noms de la science-fiction. Ray Bradbury, une science-fiction, je dirais, très poétique, avec des nouvelles très sensibles. Je pense à ses chroniques martiennes, ce sont des nouvelles. Bien sûr, une célèbre histoire, Fahrenheit 451, qui a été adaptée aussi par Truffaut. Oui, une société où on brûle les livres, vous voyez, la science-fiction. Mais avec un pompier qui retourne sa veste. Voilà, et qui devient amoureux des livres et sauveteur des livres dans une société qui veut lutter contre cette dictature. Bradbury, donc un très bon auteur. Alors, on a un peu évoqué Van Vogt. Moi, j'aime beaucoup Van Vogt. Il a une bibliographie impressionnante. Je crois qu'une de ses séries, les plus importantes, c'est le cycle du Nona. Il y en a 3, je crois, Le Monde, oui, non aristotélicien. Alors ça commence, je crois, par une citation qui dit « La carte n'est pas le territoire ». Voilà. Mais c'est aussi une réflexion assez intéressante sur l'évolution de l'humanité, sur l'informatique, sur la démocratie, sur un tas de choses. Et puis, Van Vogt a des qualités, je dis, d'écriture, c'est passionnant. Beaucoup de ses livres sont devenus des classiques pour les adolescents. Je pense à celui-là, par exemple, à La poursuite d'Eslan. Ils ont en eux une différence, donc ils sont pourchassés. On trouve le thème de la différence. Et puis, qui a inspiré pas mal de films. C'est vraiment un des grands auteurs de la science-fiction classique. J'ai parlé de lecture abordable par les jeunes, par les adolescents. Un autre auteur aussi très apprécié, je pense, pour les jeunes, c'est Robert Heinlein. Étoile garde à vous. Je crois que c'est, Étoile garde à vous, en fait, c'est Starship Troopers, qui a été adapté au cinéma. Donc, vous voyez que les nouvelles éditions changent le titre, parce que, évidemment, ça... tout à l'heure, nous allons découvrir ces moutons mécaniques qui sont devenus autre chose. C'est même pas tout à l'heure, c'est tout de suite. Voilà. Et puis l'auteur, un des auteurs fondamentaux, je crois, de la science-fiction américaine, c'est Isaac Asimov. Alors, deux têtes. Non, en m'aidant d'un pense-bête, on va parler des 3 lois de la robotique. Alors, un robot ne peut porter atteinte à l'être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entre en contradiction avec la loi numéro 1. Et un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première loi et la deuxième loi. Voilà, ça c'est les lois de la robotique, mais elles ont été largement bafouées par d'autres auteurs. Et par Asimov lui-même, parce que dans certains de ses romans, il s'amuse un petit peu à contourner. On a un roman où un crime a été commis et par un robot, c'est pas possible. Donc l'enquêteur doit retrouver comment on a réussi à tourner ces lois de la robotique. On peut aussi attirer l'attention sur le fait qu'Asimov n'est pas que auteur de science-fiction. Oui, c'est un vulgarisateur scientifique formidable. C'est aussi un grand scientifique aussi, qui connaît bien la science et qui a beaucoup fait pour la vulgarisation de la science. Donc il y a aussi une série très connue qui est Fondation, avec beaucoup de suites, je crois. Oui, peut-être 3 ou 4. Fondation étant la Terre que des... des cosmonautes doivent rejoindre parce que, me semble-t-il, que c'est la Terre première ou un truc comme ça. Bon, je me trompe sans doute. Je vous lis le début. En l'an 12 065, Trantor est la capitale de la galaxie, un empire qui règne sur 25 millions de planètes habitées. Bon, voilà, on est dans une dimension... On est dans une galaxie très lointaine. Est-ce que l'on parle de Star Wars? Non, pas encore. Bon, un petit peu après. Oui, on y parlera après. Quelques grands auteurs classiques que j'aime bien. Poul Anderson, il a eu beaucoup de succès aussi, plusieurs volumes, La Patrouille du Temps. Alors, c'est une patrouille qui veille à ce que l'histoire se déroule bien.
en fait, hein, et qui est expédié comme ça à des époques différentes. Donc ça, c'est un thème, le voyage dans le temps, qui est extrêmement intéressant et qui permet, bien sûr, beaucoup d'histoires, d'aventures tout à fait passionnantes. J'ai sorti aussi 2 auteurs que j'avais beaucoup aimés, Clifford Simak avec un titre phare, Demain les chiens. Donc c'est un peu la planète des singes mais avec les chiens, l'humanité un peu a disparu et c'est les chiens qui sont devenus, qui parlent. Donc c'est un postulat assez intéressant. Et puis un autre de Theodore Sturgeon, Cristal qui songe. Ça, je l'ai trouvé vraiment tout à fait passionnant, parce que d'une très très grande originalité. L'histoire commence comme une histoire d'un petit garçon malheureux qui s'échappe et qui est recueilli dans un cirque, etc. Et il va se rendre compte que, en fait, ils vont former une entité à plusieurs. Et c'est basé sur le postulat la somme des parties est plus que le tout, quelque chose comme ça. C'est une théorie philosophique qui fait que plusieurs choses qui se mettent ensemble, ça crée quelque chose de nouveau. Et on a donc un être nouveau à partir de 5 êtres qui, a priori, sont handicapés. Mais c'est vraiment, ça va très loin. Et puis en même temps, c'est une histoire qui peut être lue par des adolescents, qui est simple à lire, avec des aventures très prenantes. Bon, très bien. Ah oui. On ne pouvait pas laisser de côté Richard Matheson. Alors j'ai sorti le titre. Alors là, pour le coup, c'est dans une belle collection reliée. C'est un éditeur, je crois que c'est Opta, un éditeur qui avait sorti aussi des belles éditions. Alors Je suis une légende. Ça aussi, ça a été adapté au cinéma. Avec Will Smith, mais il y a eu un film bien avant, et c'est 2 formidables adaptations, vous avez raison. On va tout de suite passer à Philippe K. Dick. Ah oui, alors là on fait un bond dans le temps, parce qu'on va quitter un peu l'âge d'or de la science-fiction avec les années 60 et puis 70, la science-fiction évolue, des nouveaux auteurs apparaissent, les classiques continuent, parce que tous ces auteurs que j'ai cités ont été très prolifiques, chacun a écrit pas mal de titres, mais les nouveaux auteurs, alors Philippe Dick, avec un titre tout à fait improbable, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Et en fait c'est très connu sous le nom de Blade Runner au cinéma. Et à juste titre, parce que l'adaptation au cinéma a été excellente, aussi bien le premier que le deuxième, avec des décors fabuleux, une réflexion, une interprétation excellente, et puis aussi, là aussi, des prolongements sur l'humain, sur le robot, sur l'humanité. C'est vraiment Philippe Dick, c'est la science-fiction qui fait réfléchir, et qui sort un peu des sentiers connus, je crois. Alors, on a aussi Philippe Dick, j'ai sorti aussi un autre titre. Alors il a abordé aussi, alors là, un thème aussi très important dans la science-fiction, on appelle ça l'Uchronie. L'auteur imagine qu'il refait l'histoire. Et dans l'histoire, là, le maître du château, Hitler, a survécu. Et continue. Vous voyez, donc il y a une autre... là, il joue un peu avec l'histoire. En 1947, c'est la capitulation des Alliés devant les forces de l'Axe. Vous voyez, donc il refait l'histoire. Et c'est extrêmement intéressant. Bon, Philippe Dick, c'est une science-fiction plus cérébrale peut-être aussi. Bon, moins abordable pour les plus jeunes peut-être, réservée aux lecteurs, aux grands adolescents, dirons-nous. Et que nous sommes restés. On aborde juste peut-être un dernier auteur, Arthur C. Clarke, parce que c'est 2001 Odyssée de l'espace, forcément le film formidable de Stanley Kubrick, et puis Arthur C. Clarke, aussi une des références de la science-fiction. Oui, 2001, c'est vrai que le film a eu énormément d'importance, parce que c'était un choc visuel extraordinaire, et ça a vraiment fait connaître, apprécier la science-fiction, exploser la science-fiction, en lui donnant là une dimension, pour le coup, extraordinaire. Et puis en plus, là, on est déjà après la conquête, les débuts de la conquête spatiale, donc ça accompagne tout un intérêt pour les voyages dans l'espace. Brusquement, ça devient possible, bien sûr. Donc 2001 a eu effectivement beaucoup d'importance. On est presque arrivé à terme de notre émission, de notre rendez-vous. Quelques auteurs. Alors peut-être quelques auteurs, bien sûr. Il y a Pierre Boulle, La planète des singes.
est-ce qu'on peut passer à nos coups de cœur? Oui, bien sûr. Hein. On a aussi donc un auteur français, hein, Pierre Boulle. On a... Ah oui, mais Michel Jury aussi, il faut le citer. En fait, il faudrait tous les citer et il faudrait peut-être même passer 5 minutes sur tout ce qu'on a référencé. Alors, j'aimerais bien, alors je ne sais pas si c'est votre coup de cœur, mais en tout cas, ça serait l'un des miens. Grâce à vous, j'aimerais bien qu'on parle de cette trilogie martienne. Hop là, un livre de poids. Kim Stanley Robinson. Hein, c'est pas si récent que ça, hein, c'est déjà paru il y a un petit moment. Alors 3 romans, Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue. Alors j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'elle est c'est de la science-fiction, mais c'est parfaitement réaliste. En fait, hein, c'est la colonisation de Mars. Et les premiers colons qui sont envoyés sur Mars vont devoir la terraformer, la rendre habitable en fait. Hein. Il y a le problème de l'eau, de l'air, etc. Et ils travaillent à modifier la planète. Alors ce qui est très réaliste aussi, c'est qu'on a la télé-réalité, parce que leur aventure est suivie depuis la Terre à travers la télévision. Hein. Ils correspondent régulièrement et comme il y a tout un échantillon d'humanité, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des histoires entre eux. Vous voyez, c'est vraiment très très riche. Hein. On a la télé-réalité qui s'invite. Et puis, on a aussi derrière, en fait, tout ça est financé par des multinationales. Et à un moment, il va se passer ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Comme ça, il y a une révolte un peu contre la Terre et les multinationales écrasent la révolte. Enfin bon, il y a un contexte politique qui est extrêmement réaliste. Et puis en même temps, il y a cette évolution de gens qui vont sur une planète différente et qui deviennent peu à peu un peu différents aussi. Mais c'est d'une richesse absolument incroyable. Et en même temps, c'est une histoire qui peut se lire très facilement parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour beaucoup de lecteurs. Il y a les aventures, bien sûr, hein, le côté aventure technologique, dramatique. Il y a des épisodes évidemment dramatiques, hein, comme dans un film Seul sur Mars. Enfin, on peut avoir ce genre de choses. Et puis en même temps, il y a des aventures aussi sentimentales. Hein, il y a des héros qui sont... Il y a tellement de héros en plus que chacun peut en trouver qui l'intéresse. Donc c'est un livre complet. Alors, moi, mon coup de cœur, ça va être pour un auteur qui s'appelle Alain Damasio. Je sais qu'il est extrêmement connu actuellement, enfin pas actuellement, parce qu'il est à la mode. J'ai lu Les Furtifs, j'ai adoré. Et l'une de mes prochaines lectures, ça sera La Horde du Contrevent, qui vient avant Les Furtifs, mais qui n'est pas... mais Les Furtifs n'est pas la suite de La Horde du Contrevent. Et si vous voulez découvrir La Horde du Contrevent et que vous êtes plutôt jeune, mais amateur de bande dessinée, eh bien, sachez-le, il y a eu une adaptation en bande dessinée de ce formidable livre et de ce formidable auteur. Voilà. Notre demi-heure est presque terminée. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ce genre fantastique qu'est la science-fiction. Quelle conclusion peut-on dire ? Moi, je voudrais dire, beaucoup de gens, quand on les interroge, disent « moi, la science-fiction, j'aime pas ». Et en fait, elle est extraordinairement variée. Elle est très variée, il y a des grands classiques, il y a des ouvrages qui passent allègrement les années, qui sont accessibles à tous. Il y a des livres plus novateurs, vous parlez de Damasio, c'est vrai qu'il fait un malheur. Hein. En ce moment, il a acquis très rapidement une grande notoriété. Il ne faut pas hésiter à lire de la science-fiction parce que c'est tellement riche en fait, et ça fait réfléchir, je pense. C'est une littérature qui peut paraître de l'extérieur exigeante, mais qui ne l'est pas, parce qu'elle fait réfléchir de manière amusante à travers les aventures. On ne l'a pas dit, mais il y a aussi une science-fiction humoristique. Un auteur qui a beaucoup de succès dans la science-fiction humoristique, c'est Terry Pratchett. C'est aussi un peu limite fantastique, science-fiction, avec des petits lutins, des choses comme ça. Alors, puisque vous parlez d'humour, il faut absolument que nous terminions par ce titre. Regarde fiston, s'il n'y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin. Voilà, c'est un titre déjà assez ancien, paru dans une collection bien connue qui était Présence du futur, chez De Noël. Ça peut être très drôle également.
également la science-fiction. On a un titre comme de Frédéric Brown, ça s'appelle Martien Go Home. C'est une invasion de martiens, mais vécue sur le mode amusant. Vous voyez cette variété de la science-fiction, et puis ce renouvellement constant à travers la bande dessinée notamment, qui est très très belle, à travers des magnifiques séries de science-fiction comme Valérian et Laureline ou d'autres. Et puis il y a eu le cinéma aussi, qui a beaucoup, on n'a pas parlé de la guerre des étoiles. Bon, on n'en a pas parlé parce que le livre n'est pas extraordinaire. Il s'agit de novélisation du film. Je pense qu'il est préférable de voir les films. Voilà, ou de jouer aux jeux vidéo, parce que l'un des domaines autres de la science-fiction, c'est le jeu vidéo. Merci beaucoup, Madame Bouvard. À bientôt. Voilà, je crois qu'il y a place pour d'autres émissions encore. Exactement.